Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 15 février 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et en ce mardi 15 février, nous avons globalement un rebond sur l'ensemble des bourses, que ce soit outre-Atlantique ou en Europe ce matin. Grâce à des espoirs, j'ai envie de dire, d'une solution diplomatique entre les différentes puissances, même si globalement hier, c'était encore un peu tendu, mais on avait quand même eu en fin de matinée des annonces encourageantes de la part de la Russie, mais Wall Street a quand même été fragilisé justement par les tensions toujours en Ukraine et aussi en parallèle par un peu les propos de James Bullard. Donc les tensions euh, politiques forcément entre la Russie et les puissances occidentales sur le dossier ukrainien ont quand même pesé sur la performance des indices, même si ce matin, grand bol d'air, on a un puissant rebond. Ensuite, on a eu justement, on attendait le discours de James Bullard et celui de Christine Lagarde. On avait aussi la réunion en urgence de la Fed, mais finalement, c'est clairement un non-événement. La Fed n'a rien annoncé du tout et je pense qu'elle procédera très clairement à une première hausse de taux à partir du mois de mars. Et elle va respecter sa feuille de route et son calendrier pour justement éviter de créer de la nervosité supplémentaire sur les marchés. Donc en fin de séance, justement, on a eu les craintes d'une accélération du durcissement monétaire aux États-Unis qui ont un peu pesé aux États-Unis, puisque le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, s'est exprimé justement sur la chaîne CNBC. Il a estimé justement que la crédibilité de la Fed était en jeu dans son objectif de faire baisser l'inflation. Et donc, il a réitéré une nouvelle fois son appel en faveur d'une accélération du rythme de la hausse des taux. Donc, pour James Bullard, la Fed doit agir et vite. Alors, pour rappel, James Bullard souhaite une hausse de taux de 50 points de base et de 100 points de base d'ici, en tout cas jusqu'à à partir du mois de juillet. En tout cas, il aimerait qu'on ait 100 points une augmentation des taux directeurs de 100 points de base au cours du mois de juillet. Donc 50 points de base à mon avis au mois de mars. Et ensuite, on devrait avoir des hausses plus légères de 25 points de base. Bien entendu, tout dépendra de la dynamique des indices à ce moment-là. Ce matin, en Europe, par contre, début de séance flux et haussière, gros rebond après l'annonce d'un retour de certaines troupes russes déployées dans les régions frontalières de l'Ukraine dans leur base. Donc ça rassure les marchés. L'information peut être perçue justement comme un premier signe de désescalade, alors que Moscou et les pays occidentaux multiplient quand même les échanges diplomatiques pour trouver une porte de sortie à la crise autour de l'Ukraine. Et effectivement, les efforts diplomatiques devraient encore se poursuivre aujourd'hui, puisque le chancelier allemand se rend à Moscou pour s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. Donc, on a eu Emmanuel Macron la semaine dernière qui a rencontré Vladimir Poutine, et cette semaine, c'est au tour du chancelier allemand de rencontrer le président russe pour justement tenter de trouver un dialogue et surtout d'apaiser les tensions entre les grandes puissances. Côté macro, on a eu le produit intérieur brut de la zone euro qui est ressorti, qui a augmenté en tout cas de 0,3% au quatrième trimestre 2020. Et sur l'ensemble de l'année 2021, la croissance a atteint à 5,2% en zone euro. Donc des chiffres conformes aux attentes, ce qui a permis en tout cas au marché de prolonger ce rebond en début de matinée. Donc dans la partie macro, un point positif, un point négatif. Commençant par le point positif. Ici, ce sont les différents chocs de marché que l'on peut constater, liés surtout à des tensions géopolitiques. Et donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est de voir les corrections qu'on a pu avoir en fonction des différents événements.
Et on constate très clairement que l'événement où on a eu un drawdown ensuite de 20%, c'était l'attaque de Pearl Harbor durant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, on a lâché 3,8% et ensuite on a perdu 20% derrière. En même temps, on était en pleine guerre. Ensuite, on a eu d'autres événements, donc je ne vais pas tous les citer, mais ça vous permet quand même d'avoir un avis, de se forger son propre avis, son propre opinion sur les chocs de marché liés à des tensions géopolitiques. Et globalement, lorsqu'on avait eu des tirs du missile nord-coréen en 2017, vous voyez que l'indice avait seulement perdu 1,5%. Les attaques terroristes du 11 septembre, sur un jour, on avait perdu 5%, ensuite 10%, et derrière, le marché avait mis 31 jours pour retrouver son niveau d'avant choc. Donc globalement, ici, on a perdu 3-4%. Et ce n'est pas un catalyseur, en tout cas, assez puissant pour déclencher, je pense, une véritable correction de marché. Donc on remarque qu'on a eu quelques événements qui ont permis de déclencher des phases correctives assez puissantes, mais on était dans des périodes de crise, voire en pleine guerre. Là, actuellement, Poutine montre les muscles, mais s'il n'envahit pas l'Ukraine, il n'y a aucune raison que les indices perdent pied, très clairement. Et donc, on va préserver ces supports. Donc, on joue à se faire peur, en tout cas sur les indices. Globalement, hier, on a joué à se faire peur. En tout cas, ils ont joué à se faire peur plutôt. Et on a déterminé des niveaux clés techniques sur tous les indices. Maintenant, il faudrait un catalyseur clé pour enfoncer ces niveaux et accélérer à la baisse. Donc, effectivement, là, on a des rapports de force entre les différentes puissances, mais comme on a pu le voir précédemment avec les différents chocs liés à des tensions géopolitiques, globalement, on a rarement eu derrière un bear market ou une correction de plus de 10%. Donc, très clairement, pour l'instant, on montre les muscles, on a des bluffs politiques des deux camps, mais tant qu'on n'aura pas une invasion, pas de raison de paniquer. Pour moi, ce n'est pas l'événement, très clairement, qui fera tanguer les marchés. Au contraire, je pense que c'est plutôt un resserrement monétaire trop agressif qui pourrait derrière engendrer une correction de marché assez violente, notamment sur des valeurs technologiques. Mais pour l'heure, petite frayeur sur les marchés, mais le pire n'est pas certain, pour l'instant en tout cas. Et je considère que cet événement n'est pas suffisamment important pour permettre une grosse dégringolade sur l'ensemble des indices boursiers. Le point négatif, c'est la confiance des consommateurs américains qui ont divergé, qui est en train de diverger en fait avec le S&P 500. Et effectivement, c'est un indicateur très intéressant car il permet justement de voir un peu la dynamique actuelle entre les marchés et les consommateurs américains. Et là, très clairement, on voit que quand la confiance des Américains est au top, le S&P derrière, lui aussi, évolue à une belle ascension, évolue dans une belle tendance haussière. Quand la tendance, en tout cas, quand l'indice commence à se dégrader, et bien derrière, on a aussi un S&P qui commence à corriger. À chaque fois, ça a été le cas. Et là, on constate très clairement qu'on a atteint des niveaux qu'on n'avait pas visités depuis quasiment 2010-2012. Et le S&P est toujours sur des niveaux records. Donc là, pareil, problème, c'est que justement 50% des Américains interrogés en février ont déclaré en fait s'attendre à une baisse de leur niveau de vie en raison de l'inflation. Et par conséquent, la Fed doit lutter contre ces attentes et ne peut plus soutenir les marchés boursiers éternellement. Et donc là, c'est le problème qui se pose, c'est qu'on a la confiance des consommateurs qui commence à s'éroder.
de manière assez brutale, et d'un autre côté, il y a un S&P qui est complètement perché, soutenu par les banques centrales. Donc, reste à savoir maintenant de quelle manière et surtout la façon dont va être fait la politique, enfin le resserrement de politique monétaire, car un tour de vis forcément trop agressif, en tout cas jugé un peu trop hawkish, pourrait permettre au marché de perdre pied. En tout cas, pour moi, c'est le catalyseur clé cette année qui pourrait faire tanguer les marchés. Et pas, comme je vous le disais en introduction, les tensions autour de l'Ukraine et la Russie, sauf si invasion. Et comme l'a estimé James Bullard hier, en fait, c'est la crédibilité de la Fed qui est en jeu. Et donc derrière, si elle ne met pas tout en œuvre pour juguler l'inflation, forcément le pouvoir d'achat des ménages va diminuer, et ça peut être catastrophique pour les États-Unis, qui est un pays de consommateurs. Donc derrière, la Fed va devoir trouver un juste milieu pour rassurer les Américains, en tout cas les ménages américains qui voient quand même leur niveau de vie se dégrader en raison d'une inflation relativement élevée, pour rappel à 7,5%, et d'un autre côté des marchés complètement au marché qui, si on adopte une politique monétaire un peu trop agressive, on aura forcément un assèchement des liquidités, et qui dit moins de liquidités dit risque de correction sur les marchés. Pour rappel, je vous avais quand même montré un graphique des liquidités, et on voyait très clairement que le S&P évoluait en tandem avec les liquidités, et forcément, resserrement monétaire plus réduction du bilan à venir, tout cela veut dire clairement moins de liquidités, et si on a moins de liquidités sur les marchés, forcément difficile derrière pour eux d'enregistrer en tout cas de la performance. Au contraire, on pourrait avoir des prises de bénéfices et une correction de marché derrière. Donc, un indicateur clé à surveiller, en tout cas pour les mois à venir, car on se situe quand même sur des niveaux très bas, même durant le choc lié au Covid, la confiance des consommateurs, en tout cas aux États-Unis, n'était pas tombée aussi bas. Donc là, il est urgent vraiment pour la Fed d'intervenir pour soutenir justement les Américains qui subissent de plein fouet l'inflation américaine. Côté graphique, alors avant d'aller sur le Dow Jones, on va aller voir le CAC 40. Je vais mettre mon Ishimoku. Donc, puissant rebond ce matin, très clairement. Je vous disais hier qu'on avait pour moi une zone de neutralité qui se situait ici, et qu'au-dessus des 6009, les acheteurs reprenaient la main, en tout cas à court terme. Donc là, pour l'instant, on est quand même dans une séance flux, que ce soit en Europe ou sur les contrats futurs, hein, un Nasdaq qui prend plus de 2%, un CAC 1,5%, le Dow Jones 1%. Donc gros rebond. La zone clé qui m'intéresse, c'est les 7000, soit pour tenter potentiellement une dernière vente, et si on casse les 7000, on aura très clairement une invalidation de l'épaule tête-épaule. Voilà. Là, on pourrait partir un peu sur une épaule tête épaule si on retombe complexe. Donc ce serait un peu une épaule tête-épaule, un dérivé de l'épaule tête-épaule, avec une deuxième épaule plus petite que enfin une troisième épaule plus petite que la deuxième. C'est un cas de figure assez rare. On serait vraiment sur voilà, une épaule tête-épaule complexe. Voilà comment on la nomme. Mais si on repasse au-dessus des 7000 points, très clairement, je pense que le marché finalement partira dans un range. Voilà, et qu'on aura un gros range entre 7140 et 6780. Et là, actuellement, justement, on est sur le milieu de range. Si on reprend la hauteur, à mon avis, le plat and can ici, ce sont les 50%. Donc, balle au centre, mais les acheteurs reprennent du poil de la bête très clairement. Au-dessus de 6009,
je ne vois pas pourquoi le marché n'arriverait pas à aller combler le gap. On a un petit gap ici à 6992, on a déjà fait les 3/4 du chemin, même plus. Bon, j'attends ce niveau-là. Si sur ce niveau-là, on a un signal pour tenter une vente, pourquoi pas? Mais ce serait la dernière zone à tenter pour chercher des ventes. Derrière, si elle casse, il faut arrêter de chercher des ventes et au contraire, partir du principe que le marché va consolider dans un range et qu'on devrait avoir un retour sur les 7145. Et donc, début d'une grande phase de range sur l'indice CAC 40. Voilà, grosso modo, le plan et ma vision actuellement sur le marché. Donc là, effectivement, on a notre plat Tenkan en daily, plat Kijun 4 heures, donc c'est bien les 50%. Donc balle au centre, séance flux quand même, donc sentiment que les acheteurs montrent de la force au cours de la semaine. Zone de vente pour tenter quelque chose, mais actuellement, je ne vois pas de signal de retournement sur les unités de temps plus courtes, donc ce serait effectivement la zone des 7000 points. Si on arrive à aller combler le gap, venir chercher la même 50, pourquoi pas tenter un petit repli sur la kit jaune, et si elle casse, un retour sur les 6009. En revanche, je vais nettoyer un peu le graphique. En revanche, si on casse ce niveau, voilà, on a un nuage qui est en train de se mettre à plat, partez du principe qu'il va falloir trader le range sur le CAC 40 et donc faire des mouvements swing à la vente ici, à l'achat sur le bas de range. Voilà le plan très clairement sur le CAC. Et si je bascule en données horaires, non. Vous voyez en données horaires, on a vraiment eu des belles bougies vertes, pas de chandelier de retournement, et c'est la même chose en données 15 minutes, pareil en données 15 minutes. Donc là, le marché pour moi est bien orienté, je trouve, pour venir combler son gap. Et donc, ce sera intéressant ici de voir, une fois qu'on aura comblé le gap, si on n'a pas un petit signal pour tenter quelque chose. S'il n'y a pas de signal, si le marché poursuit son ascension, on laisse tomber ce plan vendeur et on attendra les 7150. En tout cas, il faudrait de nouveau, à la cassure des 7000, chercher des achats en direction des 7150 points. Le DAX, pareil, vous voyez, on est en train d'aller combler le gap. Aucune raison d'être vendeur. Je vous disais qu'on avait une zone de range. C'était 15 100, 15 009. Si on cassait les 15 150, les acheteurs reprenaient la main. Ce matin, on a une grosse bougie flux. Derrière, c'est parti pleine balle. Séance flux, on prend quasiment 2%. Aucune raison d'être à la vente. Là, même chose, à mon avis. J'attendrai au moins un retour sur les 15 500, 15 540. On a notre kit jaune qui arrive sur ce niveau-là. En données 4 heures, je vais quand même voir en données hebdo. Ouais, en données hebdo, on a une super zone ici, en fait. 15 568, 15 512. Donc là, vraiment, pour tenter une vente, pour moi, ce serait par ici. Mais pour l'heure, voilà, gros range hebdomadaire. Tant qu'on n'a pas de cassure de la borne basse, pas d'alerte baissière. Et en données 4 heures, ouais, je ne suis pas très fan de ce canal, mais il faudra attendre la zone. De nouveau, on a l'oblique. Bon, ce serait par ici. En tout cas, là, on est en train de combler le gap. Donc pour moi, aucune raison de chercher des ventes. Il faudrait remonter un peu plus haut. Là, on est vraiment dans une séance flux. Les acheteurs reprennent la main. On a break les 15 100, les 15 300. Pas envie d'être à contre-courant. Très clairement, quand on est dans une séance flux comme cela, en intraday, vaut mieux chercher des achats sur repli plutôt que tenter d'attraper le point haut. Voilà, pour moi, je pars du principe que si on est dans un range, encore une fois, c'est ce niveau-là qui va m'intéresser une nouvelle fois pour tenter des ventes sur le DAX.
Mais pour l'heure, comme sur le CAC, à mon avis, en l'absence de signal, de signal de retournement, n'essayez pas vraiment d'attraper le point haut sur ce rebond. Au contraire, tracez vos zones et attendez que le marché commence à s'essouffler dans ces zones-là pour intervenir. Et même constat que pour le CAC, en cas de cassure des 15 500 points, il faudra absolument arrêter de chercher des ventes. Car le marché pourrait repartir, 15 500, ce serait plutôt 15 570. Voilà, très clairement une cassure au-dessus de ce niveau. Faut absolument arrêter de chercher des ventes. Le marché pourrait repartir bien plus haut en direction des 15 008. Mais pour l'heure, comme je vous le disais, 15 500, 15 572, ça reste une dernière zone, comme pour le CAC vers les 7000, à tenter pour un short sur repli. Le Dow Jones, c'est pareil, on va repasser au-dessus des 34 008, même constat. Je n'exclus pas un retour sur les 35 000. Là, on va ouvrir avec un gros gap baissier. Si on repasse au-dessus de la M50, pareil, de nouveau, les acheteurs reprennent la main à court terme et on pourrait aller chercher les 35 000 $. Donc là, voilà ce qu'il faut surveiller sur le cash à l'ouverture tout à l'heure. L'objectif du double top a été atteint, quasiment à mon avis. Voilà, on va dire par ici. Je pense qu'il a été atteint. Ouais, il manquait pas grand-chose. Bon, c'était un peu plus bas, donc objectif partiellement atteint de ce double top. Maintenant, je surveille la zone des 35 008. On a une très grosse zone ici. Je vais enlever l'Ishimoku. Enfin, si je garde l'Ishimoku pour vous dire, vous voyez, on a notre plat Kijun qui est juste là. Si je zoome un peu, donc juste ici. Maintenant, si je l'enlève, hop, là, autre zone. Voilà. Là, on est sur une grosse zone. Donc, on devrait ouvrir sur cette zone. Si ça tient, très clairement, pareil, il faut arrêter de vendre. Si on est maintenu en échec sous la zone, ok, pourquoi pas, vous retentez des ventes. Si on ouvre avec un gap qui influe, au contraire, je pense que le marché retournera sur les 35 000 points. Faisons le point justement sur les futurs. Et là, on a vraiment, cassé la zone. On est vraiment repassé au-dessus. Donc pour moi, là, les acheteurs montrent vraiment de la force. On est même quasiment sur les 35 000 points. Et là, pareil, finalement, le double top, on est venu. Ouais. C'est dommage. On n'est pas venu, je l'attendais vraiment dans cette zone-là. 34 000 points, pour moi, c'était vraiment la zone parfaite. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme prévu et l'objectif théorique n'a pas été atteint. On a fait un objectif partiel et là, le fait qu'on repasse au-dessus de la ligne de cours, ça montre justement que les acheteurs sont quand même présents. Donc là, on est vraiment sur le niveau des 50%. Donc on a retracé 50% quasiment. Pourquoi pas chercher des achats si on retombe sur les 34 700 ici pour viser justement 50 et 35 000. Donc là, ce serait d'attendre un repli, un signal sur la zone, sur des unités de temps plus courtes, pour tenter un achat et venir chercher les 50 000 points. En revanche, si on n'a pas de signal technique et derrière on repasse sous les 34 800 sous le cash, alors les vendeurs pourraient potentiellement reprendre l'ascendant psychologique. Mais là, je trouve que la bougie qu'on a eue ce matin ici est quand même assez violente
et ce qui montre justement que on risque d'avoir une séance flux et des acheteurs qui devraient avoir le contrôle tout au long de la séance. Donc là, à voir, mais pareil, pour l'instant, je trouve que qu'il faut arrêter de chercher des ventes sur le Dow Jones tant qu'on est au-dessus de cette zone-là. Voilà, si on repasse en dessous, pourquoi pas. Là, tenter un achat sur repli avec un signal en données horaires ou 15 minutes, pourquoi pas. Si la moyenne mobile 50 remonte, vous voyez, donc là j'attends, ok, peut-être une divergence baissière. Mais si on a la M50 qui remonte, vous voyez, on est repassé au-dessus de vraiment un gros niveau qu'on travaillait, donc sur pullback éventuellement. Pour tenter un achat, un stop loss en dessous et viser 35 100 points dans un premier temps. L'euro-dollar. L'euro-dollar, pareil, vraiment balle au centre. C'est pas hyper clair sur cette paire. On est vraiment au milieu du range, comme toujours. Et j'ai absolument aucune idée dans quelle direction le marché a bien envie d'aller. Actuellement, je trouve que cette paire est, je dirais, un peu compliquée à analyser, à déterminer vraiment dans quel flux, quelle tendance elle a envie d'évoluer. J'ai surtout l'impression qu'on va avoir un range assez complexe avec des fausses rotations au niveau de la borne basse, au niveau de la borne haute. Car on a tellement en fait de gros niveaux de support ou de résistance, ce qui fait qu'on pourrait avoir des rotations un peu incomplètes. Pour l'instant, en données 4 heures, je ne suis pas convaincu du rebond non plus. Le sentiment qu'on est plutôt dans un rebond technique. Et à mon avis, il serait préférable d'attendre en fait les gros niveaux de support pour tenter quelque chose sur cette paire. Ça va être compliqué d'attendre, d'aller chercher à chaque fois la borne haute et la borne basse. Comme je vous le disais, sur cette paire, je m'attends à des mouvements un peu baisse, on vient retaper, on rebaisse, on pourrait remonter, retaper, remonter, rebaisser, peut-être faire une rotation partielle, puis remonter. Je vois mal vraiment l'euro faire de belles rotations complètes et un joli ping-pong entre les deux bornes. Là, vu la structure, donc étant donné qu'à mon avis, on ne va pas partir dans un scénario de ping-pong agréable à jouer entre les deux bornes, si vous cherchez à vous positionner sur l'euro, il va falloir tenter des entrées sur les niveaux de résistance et de support intermédiaires, à savoir 1,1370, 1,1270, 1,1180, 1,1135 et 1,1460. Voilà, en données 4 heures, c'est quand même des niveaux ici où on a eu de belles réactions avant d'être transpercés. Mais par le passé, ce sont des zones que le marché a bien travaillé. Donc pour moi, pas d'intervention en fait sur l'euro-dollar tant qu'on n'a pas rallié au moins une des deux zones. Pour éviter vraiment de tomber dans des pièges et de tomber sur un marché difficile à trader. Donc plutôt neutre sur cette paire toujours, mais pourquoi pas tenter des interventions sur les niveaux intermédiaires. Voilà le plan de la semaine sur cette paire. Actuellement, pas de signal, au milieu du range. J'attends vraiment que le marché remonte, soit sur ce niveau avec un beau signal, un peu comme ici, vous voyez, en données 4 heures, un bel avalement baissier. Mais en l'absence de signal et tant qu'on n'est pas sur mes niveaux clés, très clairement, je reste à l'écart sur cette paire. Le NZD-CAD, ça se passe plutôt bien sur cette paire. Le plan de trade mis en place lundi, j'aimerais bien qu'on break en fait ce niveau-là.
Voilà, on a une belle sortie de drapeau, beau pullback. Peut-être qu'on peut baisser le stop pour diminuer le risque et vraiment mettre le stop à BE si vous êtes rentré par ici, même les retardataires par là, si on casse ce niveau. Voilà. Mais pour l'instant, le plan se passe plutôt bien sur cette paire. C'est baissier pour moi, on a vraiment un superbe drapeau. On a un niveau de support intermédiaire et il faut qu'on le casse. Il faut qu'on casse ce niveau. Je vais remettre, on a quand même un niveau ici. Tac. Ensuite, l'objectif, voilà, ce serait par là. Et pour moi, on a vraiment une belle dynamique baissière, sortie de drapeau. Pour l'instant, ça tient. On est juste venu pullbacker notre Tenkan. Est-ce que le stop loss, je l'ai quand même mis au-dessus de ma kit jaune? 0,8470, normalement oui, j'espère. 0,8475. Donc oui, le stop loss était quand même bien placé au-dessus de la kit jaune. Donc oui, diminuez pas trop le stop loss, gardez-le quand même au-dessus de la kit jaune. Voilà. Et maintenant, pourquoi pas prendre un petit TP ici, mais je pense qu'on peut vraiment accélérer un peu plus bas. Mais en tout cas, mettre ABE une fois que ça casse. Voilà. Si ça casse, mettre le stop ABE, prendre un bon TP ici. Voilà. Voir comment le marché réagit. Et pareil, en cas d'incursion, aller chercher un TP final vers cette zone 80, 0,8285, 0,8275. Bon, sinon sur les autres paires, pas beaucoup d'opportunités, je trouve, en ce début de semaine. On est vraiment sur des niveaux intermédiaires. On a eu des gros mouvements entre vendredi et hier. Et malheureusement, si tu passes sur des niveaux clés, des niveaux pertinents, là je fais le point quand même rapidement sur l'AUD-USD, parce que je sais que c'est une paire que beaucoup de traders particuliers tradent. Pour moi, en fait, on est toujours dans la phase de range. Rappelez-vous, je vous avais dit les niveaux qui m'intéressaient sur cette paire, soit par ici, soit au-dessus. Et là, quand je vois les dernières bougies, mèche haute, mèche basse, doji, bon, grosse hésitation et indécision du marché sur ce niveau-là. Et difficile d'y voir clair surtout. Donc pareil, je chercherai en fait des achats sur l'AUD par ici et des ventes par là, comme toujours. J'ai plutôt envie de privilégier le sens de la vente quand même, tout simplement car la dynamique est baissière. On est dans un range de consolidation. Le problème, c'est que comme dans ce range, pareil que l'euro-dollar, en fait, on a une résistance dans le range. Donc ça, c'est complexe. On n'a pas un super range avec un beau ping-pong, on a une résistance dans le range. Donc voilà pourquoi je vous proposais en fait de tenter des ventes ici, car on avait une résistance quand même importante. Quand votre range, c'est une véritable passoire et qu'il n'y a pas de résistance ou de support solide, et bien là, on ne cherche pas à se positionner au milieu du range. On cherche uniquement le bas ou la borne haute. Et là, le fait qu'il y ait un niveau clé, on peut tenter des achats ou des ventes, tout dépend d'où se situent les prix. Mais là, pour l'heure, on est vraiment sur un niveau que je trouve pas du tout intéressant. En fait, c'est pas une zone de prix. Donc, c'est juste pour cartographier et cadrer un peu la dynamique sur la UD/USD. Mais si vous devez intervenir pour des plans swing, pourquoi pas tenter quelque chose, mais un peu plus haut, avec vraiment un beau signal baissier, ou sinon vous attendez le marché sur la bande basse ou sur la bande haute. Là, en données 4 heures, pour l'instant, c'est vraiment brouillon, je trouve. On tente l'incursion, ça passe pas, pullback. Non, je ne saurais pas vous dire là vraiment dans quel sens le marché a envie de partir. Je trouve que c'est indécision, donc je préfère attendre mes gros niveaux clés, un joli signal pour proposer un trade en toute simplicité.
Le métal jaune, petit repli ce matin. Faut qu'on tienne les 1850. Par contre, ce serait quand même bien de ne pas avoir fait tout ce travail pour rien. J'aime pas la bougie. On avait proposé un plan de trading sur le pullback ici, sur les 1850, avec un stop loss à 1830. Donc j'espère qu'on est sur un pullback agressif. Stop loss, est-ce qu'il est toujours placé? Non, donc je vais replacer le stop loss, mais il était par ici. Tac, sous les 1830. Donc là, ok, 38,2. Je vais mettre l'Ishimoku parce que là, pour le coup, il est pertinent. En données 4 heures, vous voyez notre plaque petite jaune qui s'aligne sur les 1850. Donc, il ne faut vraiment pas qu'on casse ce niveau. Sinon, ça ferait un bull trap, encore une fois. Bon, pour l'instant, c'est un pullback. On est sur un gros pullback. C'est vrai que là, la bougie qu'on a eue ce matin, bon, faut vraiment pas qu'on clôture sous les 1850. On pourrait avoir une incursion après derrière sous les 1830, mais ce serait vraiment pas l'idéal. Et je pense que ça pourrait entraîner derrière finalement un bull trap. Donc pour l'instant, je garde mon plan. J'ai envie de voir sur les unités de temps un peu plus courtes, parce que je vois qu'on a une grosse mèche basse. Donc pas de changer de retournement ayant donné 15 minutes. Ah, ça peut être intéressant. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas rentrés sur le marché, mais qui ont quand même un peu peur suite à l'abonnement baissier, vous pouvez tenter quelque chose avec la divergence haussière horaire qui est en train de se former. Voilà, là pour le coup, on a quelque chose de sympa. Donc si le niveau des 1850 tient et que ça repart, à mon avis, on devrait valider la divergence haussière. Et donc là, pour vous, votre stop loss en fait sera juste ici. Et ça vous permettra de viser 1860 et ensuite de mettre votre stop loss à break-even. Donc là, j'aime beaucoup la configuration. On est sur support, début de divergence haussière. Bon, elle n'est pas validée, mais si le support tient et qu'on a une petite bougie à mon avis qui repart en direction des 1852-1853, ça va valider la divergence. Et donc derrière, potentiellement permettre de nouveau un rebond de ce marché. Et pour celles et ceux qui ne sont pas rentrés, eh bien, il y aura au moins un signal technique de reprise haussière sur le gold. Mais pour les autres, celles et ceux qui sont rentrés sur pullback vision long terme, sortie de triangle, là c'est plus en mode trading, là c'est plus en mode vision long terme, stop loss inchangé, 1822. Voilà. Le Brent, alors le Brent en daily, la bougie n'est pas terrible. Et je constate des... Est-ce qu'on a... Alors, je constate des signes d'essoufflement. Ouais, on a bien une petite divergence baissière. Donc là, en fait, on a une divergence baissière qui est en train de se former. Et une étoile du soir. Donc la divergence n'est pas encore validée. Mais effectivement, ici, bougie flux, gap, de nouveau gap baissier. Si on clôture, j'arrêterai d'être haussier. En tout cas, j'étais encore haussier sur le pétrole jusqu'à maintenant. Si ce pattern est validé, je serai plus prudent. Et au contraire, à mon avis, on pourra avoir un repli sur les 89. Parce que là, on aurait la divergence, l'étoile du soir validée, validée si cassure des anciens plus hauts, hein, bien entendu. Donc là, effectivement, il faudrait
au moins rallier la Tenkan, et si cette dernière casse, là, à mon avis, on pourrait même tenter des ventes. Vous voyez, on donnait 4 heures. Donc là, deux scénarios. Soit la div est validée en données daily. Dans ce cas-là, on a notre double top 4 heures qui va se valider, sorti par le bas du canal. Et direction les 89, très clairement. Sinon, si les Américains renversent un peu la tendance initiée en Europe ce matin, et bien tant que le plus haut ici ne casse pas, un scénario de range. Donc voilà le plan. Range. Pour l'instant, je ne tenterai pas des achats car on est quand même dans une séance baissière. Si je me mets en données 4 heures, hop, j'ai mon plaquis jaune qui soutient le bas du range. Donc aucune raison d'être vendeur maintenant. C'est trop tôt, il faudra attendre au moins que ça casse. Et si on sort par le haut du range, pourquoi pas tenter des achats pour aller chercher les 100. Donc cadrer le pétrole sur l'unité de temps 4 heures. Honnêtement, je trouve que c'est elle qui va nous donner le signal. Soit de range, donc on part, on consolide, on respire, on sort par le haut direction 100, cassure par le bas, double top, on valide la divergence baissière, on confirme l'étoile du soir en données daily, et donc je viserai à mon avis les 89, voire entre 89 et 90 $. Voilà le plan sur le Brent. Le light, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Vous voyez qu'on a aussi notre range ici. On est venu pullbacker les anciens plus hauts. Pareil, on a un gap haussier, petit gap baissier qui forme une étoile du soir, fausse cassure de l'oblique haussière et formation d'une divergence. Tac. Mais la divergence n'est pas encore validée. Pour qu'elle soit valide, en fait, j'aimerais qu'on casse la Tenkan. Voilà. Vous voyez la Tenkan comme elle fait parfaitement le job ici, à chaque fois. Donc une belle cassure de Tenkan sous 90. Pourquoi pas tenter une vente pour viser en TP1 86-92. Voilà le plan. Et ce serait 50% de la dernière vague de hausse sur cette divergence qui est ici. Voilà, ici beaucoup. Hop. Donc si on prend la dernière vague de hausse, ça nous donne ça me semble un peu proche. Ouais, je viserais plutôt les 61,8. Je viserais les 61,8 du coup. Un retour sur ma Kijun. Voilà. Non, pas les 50. De toute façon, c'est beaucoup trop proche. C'est bien trop proche, donc 86, 90. Ouais. Logiquement, cassure Tenkan, on devrait aller chercher la Kijun. Donc voilà le plan. Range, 4 heures. Si clôture daily sous 91, pardon, pas 90, autant pour moi. Sous 91, pourquoi pas tenter une vente et viser 86, allez, 87. Le Bitcoin. Alors, c'est pas mal, mais je suis un petit peu déçu. Après, c'est peut-être moi qui étais un peu gourmand sur le BTC, mais effectivement, je vous parlais quand même depuis la semaine dernière de ce gap, en fait. Il est où le futur? Voilà. Et j'étais convaincu hier qu'on allait aller chercher ce gap, vous voyez, sur les futurs. On évoquait l'épaule, tête-épaule inversée, et je vous disais, j'attends les 41 000 parce que on a un gap sur les futurs à venir combler. Et donc ce gap s'aligne parfaitement avec notre plat Tenkan. Et donc, en voyant la correction hier,
Je me suis dit, c'est bon, on va aller chercher le gap. Et il manquait pas grand-chose. Effectivement, il manquait pas grand-chose pour payer sur la deuxième épaule, ce qui était vraiment mon scénario depuis, voilà, depuis la semaine dernière. En fait. Quand j'ai vu ce gap, je me disais, attendre le repli, comblement du gap, payer et jouer le scénario d'une épaule tête épaule inversée. Bon, malheureusement, ce gap n'a pas été comblé. Il ne manquait pas grand-chose hier. 41 000, on s'est arrêté. Ouais, il manquait 500 $. Tant pis. Bon, gap finalement non comblé. C'est pas grave. C'est vrai que ça aurait offert un splendide ratio pour se positionner à l'achat avec un stop loss juste en dessous. Maintenant, focus sur le BTC réel, pas sur le futur, et attendons en fait la cassure des 45 000. Voilà, là on est en train de former, je vais enlever le Shimoku, on n'en a pas besoin. On est en train de former une autre épaule, tête, épaule inversée. Malheureusement, vous voyez, on a fait 41 500, je l'attendais un peu plus bas, tant pis, c'est le trading. On n'a pas eu notre zone idéale, mais on pourra quand même se rattraper à la cassure des 45 000. Voilà. Donc là, le plan pour moi sur le BTC, c'est d'attendre le franchissement des 45 000, de placer un stop loss. Dans le doute, je vais le placer en dessous, le stop loss. Parce qu'on a quand même ce gap. Et je suis soucieux de ce gap, car pour moi, le marché est une mémoire. Donc si jamais on se fait une petite frayeur, ça retombe, on vient juste combler le gap avant de repartir, au moins le stop loss sera bien placé. Normalement, le stop loss, c'est voilà, juste en dessous de la deuxième épaule, mais là, on va le mettre un peu plus loin, en dessous du gap. Et derrière, on visera, en cas de cassure, 48 000, 50, et l'objectif théorique pour l'avoir mesuré, ce serait les 53 250. Donc voilà le plan. Figure de retournement en place nécessite le franchissement des 45 000 pour être validé. Aussi simple que ça. Bon, essayer de mettre ça dans un canal. Je suis pas très fan de ce canal, hein, très honnêtement, mais au moins l'oblique. Si ça retombe, effectivement. Mais là, elle est belle. Elle est très belle, donc bon, cette deuxième oblique, je suis pas fan. J'aurais préféré qu'on ait un point de contact par ici. Là, je suis pas convaincu du tout. Mais ça permet un peu de cadrer cette reprise aussi. Mais pour moi, le signal clé sera donné cassure des 45 200. Enfin, l'Ethereum. Peut-être que certains ont tenté, donc celles et ceux qui avaient placé un ordre d'achat ici ou à la cassure. Donc le stop loss était en dessous pour moi. Vous pouviez affiner, jouer le double creux, hein, que je vous disais, la sortie de range par le haut ici en données horaires. Donc effectivement, on a eu une grosse impulsion. Pour moi, c'est validé. Donc, tout dépend de votre point d'entrée. Peut-être que certains sont entrés le samedi sur l'avalement haussier dans la zone indiquée la semaine dernière. D'autres, au contraire, lundi. Donc, soit vous êtes rentré sur les 3000, soit vous êtes rentré sur les 2950. Et là, en clôture horaire, c'était à peu près 3000, 3006. Donc bon, un peu trop tôt pour mettre le stop à break-even, surtout si vous êtes rentré ici. Celles et ceux qui sont rentrés là, je pense que pour le coup, vous pouvez déjà mettre votre stop à break-even sur le bel avalement. Il y a de la marge. Par contre, mise à bas du stop loss, excusez-moi, à 3250 pour tout le monde. Voilà. Et prise de bénéfice, petit TP à prendre sur les 3250. Mais en tout cas, mise à bas du stop. Et après, on laisse faire le marché. Et on verra si on arrive à casser les 3200 pour viser 3006, 4000. En tout cas, la bougie du jour
est belle. Et je vais réajuster le canal. Voilà. Donc, finalement, fausse sortie de canal. Magnifique pullback test sur la zone de support. Sortie de range horaire 4 heures par le haut. Payé, cassure de la MM50, on vise 3250. Voilà. Si cassure, on visera la borne haute, soit les 3675. Je ne vois pas d'autres plans actuellement sur l'Ethereum. Pour moi, on a une belle séance flux, c'est haussier, c'est en train de reprendre de la hauteur. Bon, il faut y croire. Et maintenant, espérer cette fois-ci une belle cassure de ce niveau pour enfin accélérer en direction des 3675 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. J'ai oublié de vous dire en introduction, mais je serai absent à partir de jeudi, et ce pour quelques jours. Donc, dernière émission de la semaine demain, et je reviendrai ensuite pour animer de nouveau le briefing des marchés à partir de mardi prochain. Donc, je ferai aussi un petit rappel dans le prochain débriefing demain pour prévenir tout le monde. Sur ce, excellente journée, très bon trade et à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.